Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je voudrais saluer tous ceux qui ont un intérêt pour ce que je fais. Parce que comme je le dis, l'histoire est importante. Mais on n'a pas tous les mêmes points de vue sur la question. Et c'est ça qui fait justement la richesse de la recherche et de la science. Oui. Je me souviens qu'il y a un de mes auditeurs qui a envoyé un post qui a dit que pourquoi moi, je fais la différence entre le royaume Soso, dont Soumaoro Kanté a été l'un des dirigeants, et puis le peuple Soussou qu'on trouve en Guinée actuelle. Mais si le royaume Soso était, je peux dire, confondu seulement avec le peuple Soussou, pourquoi est-ce que les Malinqués se sont révoltés contre Soumaoro Kanté? Pourquoi est-ce que Sundiata Keita a pris les armes contre Soumaoro Kanté? C'est parce qu'en fait, le pouvoir de Soumaoro Kanté, on a appelé ça le royaume Soso, mais si on voulait voir, c'était une forme d'empire. Parce qu'un empire comprend plusieurs peuples qui ont des langues différentes, qui ont des pratiques différentes, qui ont des coutumes différentes. Alors que le royaume se compose d'un peuple, je peux dire, pratiquement unique, dont la composante est pratiquement unique avec la même coutume, les mêmes pratiques, les mêmes us et coutumes, etc. Vous voyez, donc c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le royaume Soso et le peuple Soussou. Oui, parce que les gens ne savent pas. Il y a une différence entre le royaume et l'empire. Vous comprenez? C'est pour ça que dans l'empire des Perses et des Mèdes, quand l'empereur prenait un décret impérial, qu'est-ce que cela disait? Cela disait au début, à chaque peuple, selon sa langue et son écriture. À chaque peuple, selon sa langue et son écriture. Parce que dans l'empire des Perses et des Mèdes, il y avait plusieurs peuples avec leurs écritures, avec leur langue. Vous comprenez? Dans l'empire qui a commencé, justement, qui est devenu par la suite l'empire du Mali, quand Sundiata Keita prend le relais, mais il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs langues. C'est pour ça que c'est un empire. Mais ça a commencé avec Soumaoro Kanté. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'empire ou le royaume Soso et puis le peuple Soussou. Alors, quand on n'est pas un scientifique et qu'on ne sait pas ces choses-là, on ne connaît même pas la différence entre l'empire et le royaume, alors on vient faire des commentaires, on veut s'opposer au professeur. Mais le professeur, c'est un homme comme vous, mais qui fait de la recherche. Or, vous ne faites pas de la recherche. C'est ça le problème, c'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais je respecte les points de vue. Je respecte les points de vue. Quand on m'adresse des commentaires, je réponds à cela respectueusement. Je ne tiens même pas compte de ceux qui, quelquefois, m'adressent des paroles qui ne sont pas bienveillantes. Mais je pardonne cela parce que je sais qu'ils ne sont pas tous des historiens. Ils ne sont pas tous des historiens. Voilà. Ils ne sont pas tous des historiens. Donc, il faut faire la différence entre le peuple Soussou et puis le royaume ou l'empire Soso. Les Soussous faisaient partie de cet empire-là, de ce royaume-là. Ça, c'est clair, ils étaient membres. Mais ils n'étaient pas les seuls éléments. Ils n'étaient pas les seuls éléments. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. Voilà. Mais je ne dis pas que les Soussous ne faisaient pas partie de ce royaume Soso. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, en fait, mon objectif ce matin, c'est de poursuivre la vidéo sur, je peux dire, les relations entre l'Ashanti et puis le littoral. Je peux appeler le littoral Fanti, mais bon, il y avait d'autres groupes qui étaient impliqués, disons le littoral de la Côte de l'Or. Voilà. Alors donc, 2 semaines après la bataille de Dodowa, qui a été catastrophique pour les Ashanti, et que les Ashanti appellent Akantaman Sousa, le nouveau gouverneur de Cape Coast Castle, qu'on appelle Sir Neil Campbell, envisage de prendre contact avec le roi des Ashanti pour engager des négociations avec le roi des Ashanti. Mais les chefs du littoral vont s'opposer vigoureusement. Ils vont estimer que c'est à l'Ashanti de faire le premier pas
pour avoir perdu justement la bataille de Dodowa. Et que va faire le gouverneur? Il va se conformer à ce que les chefs et les rois du littoral ont dit. C'est cela. Mais aujourd'hui, quand on voit nos chefs d'État qui ne sont pas capables de dire quel est l'intérêt de leur peuple face à des puissances étrangères, c'est vraiment malheureux. Cela veut dire que nos ancêtres, nos anciens ne se soumettaient pas aux intérêts des Anglais ou des puissances étrangères, non. Ils faisaient prévaloir aussi leur vue. C'est comme ça. Alors, en janvier 1827, les Ashantis proposent une rencontre à Yankumanse Assen. Alors, j'ai fait des vidéos sur le royaume Assen. Voilà. Vous pouvez les regarder. Il y a le royaume Assen à Tandassou et puis le royaume Assen à Pemanim. Mais c'est à Kepkos-Castel qu'aura lieu, selon le vœu du gouverneur, les négociations. Ces négociations seront difficiles parce que les chefs du littoral, les rois et les chefs du littoral, vont exiger que les Ashantis versent 4000 onces de poudre d'or, ce que le roi des Ashantis va trouver excessif, se disant prêt plutôt à verser 400 onces de poudre d'or dans l'immédiat. Alors, à travers, je peux dire, ces négociations, il sera réaffirmé l'indépendance des peuples alliés du littoral, et deux lettrés de Cape Coast, à savoir John Carr et John Bushman, seront envoyés à Kumasi comme ambassadeurs. Deux prisonniers, Patrick Riley, ou peut-être Patrick Riley, et John Duncan, seront libérés par les Ashantis. Parce que les Ashantis détenaient alors des prisonniers chez eux là-bas. D'ailleurs, les Ashantis, peuple guerrier, mais ils n'acceptaient pas que des étrangers, notamment des Caucasiens, viennent comme ça sur leur territoire. Parce qu'ils craignaient que ceux-ci soient des espions pour voir comment ils sont organisés au plan militaire, etc. C'était très important. Le roi Ashanti demandera aussi la libération des membres de la famille royale capturés pendant la bataille de Dodowa. De même que le résident Ashanti et ses hommes à Elmina. Il demandera aussi la levée du blocus d'Elmina. Bien sûr, le major Riquette demandera au chef Fanti de lever le blocus contre Elmina. Ils ne le feront pas avant 1829. Ils ne le feront pas avant 1829. Cela veut dire quoi? Au moment où les Anglais demandent que le blocus contre Elmina soit levé sur demande du roi des Ashantis, mais les chefs Fanti vont refuser. Donc la demande faite depuis 1827 sera refusée par les chefs Fanti. En tout cas par les chefs du littoral. C'est seulement en 1829, c'est-à-dire 2 années plus tard, qu'ils vont accepter de lever le blocus contre Elmina, qu'ils considéraient être une localité Fanti, une chefferie Fanti, mais alliée de l'Ashanti. Donc vous voyez, c'est ça la question de la souveraineté. C'est très important. Ce que beaucoup de nos chefs d'État des pays francophones ne comprennent pas. Voici encore une preuve, comme je le disais, de la liberté d'action des chefs et des rois du littoral vis-à-vis de leurs protecteurs anglais. En tout cas, les Anglais s'affichaient comme protecteurs du littoral. La rencontre de janvier 1827 n'aboutira pas à un véritable accord et la situation va rester en l'état jusqu'à l'arrivée du gouverneur McLean en 1830. Voilà. Un traité sera conclu en avril 1831 à Cape Coast Castle. Cape Coast Castle, je le rappelle, c'est le fort anglais qui est à Cape Coast. Mais la cité même s'appelle Ogwa. Les autochtones l'appellent Ogwa. Contrairement au traité précédent signé à Kumasi, tous les chefs alliés du littoral, parties prenantes au conflit, étaient présents. Je vais citer quelques-uns.
Agré d'Ogwa, donc de Kepkos, Otu d'Aboura, Amono d'Anomambo, Kwadjo et Tibou du Dankira, qui était alors le Dankira Sud, voilà. Osu Oku de Kuifo, etc. Du côté Ashanti, l'on avait la princesse Akianva et le chef Kwakwa. Le roi Ashanti déposera 600 onces de poudre d'or en gage de sa bonne foi et donnera 2 jeunes garçons, fils du lignage royal, notamment Ousu Ansa et Ousu Kwantabissa, disons comme otage, mais disons comme garantie, parce qu'il était question que ces 2 princes Ashanti-là, on les envoie en Angleterre pour leur éducation. Voilà. Et le roi des Ashanti a fait cela comme gage de sa bonne foi. Mais ils ne sont pas des membres de la famille royale, mais ce sont des fils d'hommes de la famille royale. Il y a une différence. Puisque c'est un système matrilinéaire. Voilà. Il y a les membres de la famille royale Oyoko des Ashanti en ligne matrilinéaire. Mais les membres masculins, quand ils font des fils, quand ils ont des fils, alors ce sont des fils, on les appelle ces gens d'enfants, on les appelle Ohinemba. Si les papas étaient rois, on les appelle Ohinemba. C'est-à-dire enfants de roi, fils de roi. Voilà. Mais ils ne sont pas membres de la famille royale. Ça, il faut comprendre ça. Souvent, ça semble être complexe, les gens ne comprennent pas. Voilà. Ils sont fils de roi, mais ils ne sont pas membres de la famille royale. Parce que la famille royale, on est membre par sa mère, en ligne maternelle. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, le traité insistait sur la réouverture des voies commerciales, l'interdiction de décapiter les esclaves, l'obligation, bon ça c'est les Anglais qui ont mis ça, l'interdiction de décapiter les esclaves. L'obligation par l'Ashanti de renoncer à ses droits de conquête sur la Seine, le Dankira et ses prétentions sur le littoral Fanti. Voilà. Disons, comme on le voit, l'objectif ici, c'est de briser, je peux dire, les ambitions de conquête, les ambitions impérialistes de la Confédération Ashanti. C'est ça, en fait, la manœuvre. Voilà. C'est ça la manœuvre qu'on voit dans ce traité-là. La période du gouvernorat de MacLean sera marquée par une paix relative. Voilà. Les chefs du littoral, de leur plein gré, acceptent d'entrer dans le protectorat anglais en 1844 et en 1852. Voilà. Donc, tous les royaumes et chefferies du littoral vont accepter, je peux dire, le protectorat, donc la protection britannique. Parce qu'ils se disaient que c'était un moyen pour eux d'échapper à la domination des Ashantis. Voilà. Alors, spécifiquement, en 1852, il est créé une assemblée législative des chefs de la Côte de l'Or. Au départ, c'était comme, je peux dire, un protectorat un peu relatif qui ne s'appuyait pas sur des tests. Mais à partir de 1852, ça commence à s'appuyer sur des tests. Alors, on peut dire que progressivement, on voit arriver les ambitions coloniales des Britanniques. Voilà. C'est cela, en fait. Mais on verra l'importance de cette assemblée législative des chefs de la Côte de l'Or. Parce qu'ils contraignaient le gouverneur anglais à suivre leur point de vue. Vous voyez? Et vraiment, cette assemblée législative des chefs de la Côte de l'Or va jouer un rôle très important. Et on voit, c'est ça qu'on va parler concernant les Anglais de indirect rule. C'est-à-dire, disons, une colonisation indirecte. Voilà. Parce que les autochtones, les natifs du pays avaient leur mot à dire vis-à-vis du colonisateur anglais. Alors que pour les Français, ça n'a pas été comme ça. Les Français, c'était, comme on dit là, le système direct, un système jacobin où les véritables chefs et rois souvent ont été écartés. Ils ont créé des cantons avec des gens qu'ils ont
à leur solde qu'ils ont nommé, alors que dans le système britannique, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que ce système a été appelé Indirect Rule. Alors donc le gouverneur préside cette assemblée dont les décisions font force de loi avec l'accord de sa majesté, bien sûr. Le gouverneur dépend de sa majesté, c'est-à-dire le roi ou la reine d'Angleterre. Mais les chefs et les rois du littoral avaient leur mot à dire. Même pour fixer les impôts, on le verra. C'est en accord avec eux que le gouverneur fixait les impôts. Le gouverneur ne peut pas faire totalement ce qu'il veut. Ça a été très important. Voilà. C'est pour ça que on voit que dans les pays dits anglophones de nos régions, les chefs d'État de ces pays-là sont plus, ont la souveraineté, leur pays a la souveraineté. C'est aussi le fruit de la colonisation. C'est une continuité de l'héritage colonial qu'on a vu. Voilà, c'est ça. Le Ghana est vraiment souverain. Le Nigeria est vraiment souverain. Voilà. Bien qu'on essaie à travers des entourloupes de vouloir briser leur souveraineté. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre ces vidéos sur les rapports entre l'Ashanti et le littoral. Voilà. Je le disais, d'autres ouvrages avant moi ont essayé de privilégier plutôt les rapports entre l'Ashanti et les Britanniques. Mais en réalité, c'était les relations entre l'Ashanti et le littoral et les peuples du littoral, mais avec, je peux dire, l'intrusion de l'Angleterre. Ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence. Voilà. Donc, moi, mon point de vue et ma perception historique est différente de ce qu'on a vu jusque-là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Ce matin, j'ai eu l'appel d'un frère qui s'appelle Valentin, qui a dit tout l'intérêt qu'il a pour mes vidéos. Je lui dis merci. Voilà. Je lui dis merci. C'est ma contribution aussi à la connaissance de l'histoire de nos ancêtres. Une histoire qui est riche, qui part depuis le paléolithique, parce que l'être humain est né, bien sûr, est apparu dans la vallée du Nil et de l'Omo.